Merci de nous retrouver et de nous rester fidèles. Nous sommes le jeudi 19 février de l'an 2026. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham Baba Idara. Tout de suite, les titres de ce journal. Le Sénégal veut aller plus loin dans la pénalisation des actes contre nature, homosexualité, zoophilie, entre autres. Hier, le gouvernement du Sénégal a franchi le pas lors du Conseil des ministres de ce mercredi en modifiant un projet de loi, modifiant l'article 319 de la loi 65-60 du 21 juillet 1965 et qui va corser les peines concernant les actes contre nature. Tout ceci qui intervient dans un contexte d'informations qui sont données ça et là et surtout d'arrestation de plusieurs personnes dans le cadre de la lutte contre l'homosexualité et la transmission volontaire du VIH-Sida. Nous parlons également de l'Assemblée nationale qui hier a décidé d'aller vers une chaîne parlementaire. Au même moment, l'Assemblée nationale va attendre dans quelques jours le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, dans le cadre de ses face-à-face gouvernement-Assemblée nationale avec la représentation populaire. Et nous en parlerons dans ce journal. Nous parlons également de cette triste nouvelle après le chavirement d'une vedette de la Marine nationale. Finalement, les 3 marins sénégalais portés disparus ont été retrouvés mais morts selon un communiqué de l'armée nationale. Nous en parlerons dans ce journal. L'actualité, c'est également les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et cette mesure qui a été prise par l'autorité judiciaire puisque les représentants du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 3 au total, et 2 autres étudiants ont finalement été sont sortis libres hier malgré un réquisitoire sévère du procureur, mais il s'agit d'une liberté conditionnée puisque devant répondre à chaque moment et chaque mois à la justice concernant cette affaire. Nous y reviendrons également dans ce journal. À suivre l'actualité des sports, ce qui est attendu aujourd'hui à l'issue du procès concernant les 18 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc à la mine 50. On en parlera. À suivre également la revue de la presse, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Ramadan Moubarak, le croissant lunaire observé et scruté et vu hier, l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal qui démarre le jeûne aujourd'hui. Et coïncidence heureuse, c'est aussi le début du mois de carême chez nos amis chrétiens, en souhaitant que Dieu exauce tous nos vœux concernant ces 2 communautés les plus fortes au Sénégal. Ramadan Karim. L'actualité, je vous le disais en titre, le gouvernement du Sénégal veut franchir un pas significatif dans le renforcement de la législation contre l'homosexualité. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi hier, donc, un projet de loi modifiant l'article 319 de la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant un code pénal a été examiné et adopté. Ce texte, qui doit encore être soumis à l'Assemblée nationale pour promulgation définitive, comporte 3 volets distincts. Il s'agit de la précision de la définition légale des actes contre nature, le durcissement des peines encourues et l'élément le plus novateur, l'intégration des sanctions de l'apologie et du financement des actes contre nature. Jusqu'à présent, nous rappellent nos confrères de Dakar Actu, l'article 319 alinéa 3 du Code pénal dans sa version issue de la loi 66-16 du 12 février 1966 prévoyait un emprisonnement d'1 an à 5 ans et une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA pour tout acte impudique ou contre nature commis avec une personne d'un même sexe. Le texte était volontairement général, certains juristes le qualifiant de fourre-tout et ne visait que l'auteur de l'acte. La nouvelle réforme entend clarifier ce que recouvre juridiquement justement la notion d'acte contre nature, alourdir les peines applicables et surtout franchir un seuil inédit sanctionné non plus seulement les actes, mais aussi les discours, mais aussi le financement ou les financements qui les soutiendraient. Justement, concernant cette affaire, les arrestations de personnes soupçonnées
d'homosexualité se poursuivent et relancent le débat au sein de l'opposition ou de l'opinion, autant pour moi, un phénomène qui, selon certains observateurs, gagnerait du terrain, notamment chez les jeunes, dans un contexte social et culturel particulièrement sensible. Mais au-delà des positions idéologiques et juridiques, quelle approche adopter sur le plan psychologique? Quelle méthode de sensibilisation peut être la plus appropriée pour encadrer, orienter et accompagner cette jeunesse pour éviter justement d'aller vers la déperdition? Les éclairages et analyses du professeur en psychologie, le docteur Djiby Diakhaté, sociologue aussi, il s'est entretenu avec Alamine Senghor. Je pense qu'il y a lieu d'agir aujourd'hui sur plusieurs facteurs. Et le premier me semble être la famille, qui est la cellule sociale de base, à l'intérieur de laquelle on inculque à l'individu dès le bas âge un certain nombre de principes qui par la suite impriment une orientation à sa conduite. C'est-à-dire donc la famille organiser la sexospécificité dès le bas âge. La sexospécificité, c'est les attributs sociaux qui sont accordés à chaque entité sexuelle. C'est ce qui permet de créer un marqueur qui distingue la féminité de la masculinité. Un homme ne peut pas être une femme. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'ONG internationales qui travaillent pour le triomphe du droit universel et qui pensent que le droit universel, ça doit être une correspondance parfaite entre la féminité et la masculinité, une égalité parfaite entre la féminité et la masculinité. Dans l'immédiat, je crois qu'il y a un travail à faire au niveau des communautés en termes d'information et de communication de masse de façon efficace et discrète. Parce qu'au fond, le fait qu'on en parle trop dans notre société actuellement rend la chose plus ou moins ordinaire. C'est-à-dire qu'on risque de créer une sorte de banalisation et de légitimation de cette affaire en créant un débat ouvert autour de ça. Par contre, on peut mener des actions efficaces au niveau des communautés, au niveau des quartiers, qui sont des actions portées par exemple par les Badjanougor, par les chefs de quartier, par les ASC, qui vont être des actions efficaces de sensibilisation en mettant l'accent, par exemple, sur les risques de contamination, parce qu'on a vu évidemment qu'il y a des cas de contamination avec la pratique de l'homosexualité. C'est à mon avis, urgemment, il faut travailler dans ces communautés à la base, donc une approche moléculaire qui met l'accent de façon efficace sur les interventions des acteurs et la synergie. Voilà donc le professeur Djiby Diakhaté, sociologue sur la question de l'homosexualité au Sénégal. Nous reparlons du Conseil des ministres qui s'est tenu hier avec cette annonce. Le Premier ministre Ousmane Sonko annoncé à l'Assemblée nationale le 24 février prochain pour une séance de questions d'actualité au gouvernement après les informations issues du Conseil des ministres de ce 11 février 2026. Nous restons sur ce Conseil des ministres avec ce limogeage. Bassirou Kébé a été remplacé à la tête de la SNHLM, la Société nationale des HLM, par Pape Abdourahmane Dabo, ingénieur des travaux publics et ancien président du conseil d'administration de l'AIBDSA. En guise de réaction, Bassirou Kébé, un des proches du Premier ministre et leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, estime que cela est, je le cite, un non-événement. Le combat continue. Et nous parlons de ce chavirement d'une vedette de la Marine nationale à l'embouchure du fleuve Sénégal. C'était le 12 février 2026. Les recherches entamées depuis ont finalement permis de retrouver les 3 marins disparus, mais malheureusement sans vie. Et un hommage leur sera même rendu aujourd'hui, 19 février, à la base navale du Nord, capitaine de vaisseau Amédine Fall de Saint-Louis. Les détails du communiqué de la Marine nationale n'addirent pas avec Bainongo Fall. Les 3 marins portés disparus après le chavirement d'une vedette de la Marine nationale ont été retrouvés sans vie. L'information a été rendue publique ce mercredi par le ministère des Forces armées à travers la direction de l'information et des relations publiques des armées. Selon le communiqué, les opérations de recherche engagées depuis le 12 février, date du drame à l'embouchure du fleuve Sénégal, ont permis de localiser les corps des 3 militaires. D'importants moyens aériens
maritimes et terrestres ont été mobilisés durant plusieurs jours afin de retrouver les disparus. En coordination avec les services compétents, les dispositions nécessaires ont été prises conformément aux procédures légales et réglementations en vigueur. Pour rappel, l'accident s'était produit jeudi dernier aux environs de 9 heures. La vedette engagée dans une mission de liaison avait chaviré en raison d'une forte houle provoquée par une dégradation des conditions météorologiques. 10 marins avaient pu être secourus peu après l'incendie, tandis que 3 militaires étaient portés disparus jusqu'à ce jour. Les armées saluent à cet effet la mémoire des victimes et expriment leur profonde compassion aux familles et aux proches. Un dernier hommage leur sera rendu ce jeudi 19 février à 10h à la base navale nord, capitaine de vaisseau Amédine Fall de Saint-Louis. Voilà donc pour ce qui concerne ce drame qui est survenu et nos condoléances à la Marine nationale, à l'armée sénégalaise et à toute la nation après la disparition de ces 3 marins. À l'occasion de l'Assemblée générale tenue dans le cadre des syndicats de Dakar Demdik et du collège des collèges des députés et délégués plutôt, les travailleurs se sont mobilisés pour exiger de meilleures conditions de vie, notamment la généralisation de l'indemnité de logement. À cet effet, ces travailleurs interpellent les autorités afin qu'elles réagissent avant qu'ils ne passent à une vitesse supérieure. Les détails avec Khalifa Babacar Fall. À Dakar Demdik, les travailleurs sont très remontés contre leur administration. Réunis en assemblée générale, le cadre des syndicats et le collège des délégués ne décolèrent pas. Ils ont mis à nu leurs difficultés et pointent un doigt accusateur. Si le cadre des syndicats de Dakar Demdik et le collège des délégués ont convoqué l'assemblée générale des travailleurs de Dakar Demdik, ce n'est ni par hasard ni par caprice. C'est parce qu'une réalité sociale lourde, profonde et persistante est vécue chaque jour par les travailleurs. Les travailleurs demandent la généralisation de l'indemnité de logement à 100 000 francs CFA. Le coût du logement augmente de manière incontrôlée. Un décret a accordé une indemnité de logement aux agents de l'État pour répondre à cette réalité. Mais pourquoi exclure les agents de Dakar Demdik qui accomplissent eux aussi une mission permanente de service public? Conditions de travail difficiles, les employés ont décrié cette forme de violence qui nuit à leur épanouissement. Je ne saurais clore mes propos sans dénoncer avec la plus grande fermeté la violence infligée aux travailleurs de Dakar Demdik, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique. Ces actes inacceptables portent atteinte à la dignité des agents, à la sécurité et au respect dû à celles et ceux qui assurent chaque jour un service public essentiel à la nation. Les travailleurs de Dakar Demdik menacent de passer à la vitesse supérieure si les autorités ne réagissent pas. Du côté de l'administration, pas de commentaires pour le moment. La direction de Dakar Demdik promet de se prononcer dans les prochains jours. Une affaire à suivre. Et nous parlons de cette autre situation qui prévaut à la RTS. Au lendemain de la marche pacifique organisée par des camarades de la RTS ou journalistes de la RTS, une nouvelle tension secoue la maison de diffusion publique. Une plainte qui a été déposée par le directeur général de la RTS, Papa Alignan, et qui visait des responsables syndicaux pour des propos tenus lors de la manifestation, qualifiés de diffamation et d'attaque personnelle. Ils ont été convoqués, ces syndicalistes, puis entendus par les enquêteurs. Les concernés affirment avoir répondu avec clarté et responsabilité. Ils sont ressortis de leur face-à-face avec les enquêteurs libres. Pour le secrétaire général national du syndicat, Moustapha Sissi, il s'agit d'un épisode qui rappelle d'autres déjà vécus au sein de la maison mère, la RTS. Voici Moustapha Sissi au téléphone de Mamsor Makan. Ce n'est qu'hier, après la marche pacifique organisée par les camarades, que nous avons été saisis d'une plainte déposée par Papa Alignan. Les faits qui leur sont reprochés découlent de propos tenus à travers leur manifestation syndicale. Ils leur reprochent pratiquement de diffamation ou bien d'attaque personnelle. Tout compte fait, c'est comme si l'histoire se répétait. Parce qu'en 2022, à la même période, nous avons été attirés à la justice, à la sécurité urbaine, pour les mêmes faits de ce même dossier relatif à la suspension de l'accord d'entreprise. La réaction des camarades, a été correcte. Ils ont
ont répondu à toutes les questions parce qu'ils avaient peut-être la mesure de ce qu'ils disaient. Donc d'une manière ou d'une autre, l'essentiel c'est de maintenant essayer de trouver des places de convergence pour aller à la table de négociation et de discuter avec le directeur général afin de trouver des solutions durables. Parce que ce dossier n'a que trop duré. Nous parlons toujours de médias avec les députés de l'Assemblée nationale qui ont adopté le projet de loi numéro 02-2026 créant une chaîne parlementaire sur 106 votants, dont 15 par procuration. 121 ont voté pour, 5 se sont abstenus et il n'y a pas eu de vote contre. La chaîne parlementaire vise à renforcer la transparence en diffusant les débats, travaux législatifs, activités des commissions, entre autres. Sa mise en œuvre dépendra désormais des modalités d'organisation sur le plan organisationnel, technique et budgétaire. Et puis, nous reparlons de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba lors des manifestations entre étudiants et forces de l'ordre du 9 février dernier. Le procureur de la République a affirmé face à la presse que le décès est consécutif à une chute du 4e étage de l'immeuble dans lequel vivait l'étudiant. Il a écarté la thèse d'une bavure policière. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur a relevé de leurs fonctions plusieurs responsables au niveau du commissariat du Point E, mais également du groupement mobile d'intervention à Thiès et à Dakar. Entre vérité judiciaire et mesures administratives, l'État tente d'apaiser les tensions et de faire à côté la lumière sur ce qui est advenu à Abdoulaye Ba et les conséquences de cette journée de grève, notamment de manifestation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les détails avec Dibrignan. Grave, la parole mesurée dans cette affaire qui secoue l'opinion depuis la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba lors des manifestations opposant étudiants et forces de l'ordre. Le procureur de la République affiche une détermination sans équivoque, faire toute la lumière. Face à une opinion publique encore sous le choc, le magistrat s'est voulu précis, presque chirurgical dans son exposé des faits. Selon les éléments de l'enquête présentée, Abdoulaye Ba aurait chuté du 4e étage d'un bâtiment, une chute qui serait à l'origine de son décès. À ce stade des investigations, le procureur écarte la thèse d'une bavure policière, une conclusion qui, sans clore le débat, vise à ramener le dossier sur le terrain des faits établis. Dans le même temps, le pouvoir exécutif tente de désamorcer la tension. Le ministre de l'Intérieur a décidé de relever de leurs fonctions certaines autorités policières, notamment au commissariat du Point E. Une mesure forte interprétée comme un signal d'apaisement, mais aussi comme la volonté d'éviter que de tels événements ne se reproduisent. Entre exigence de vérité judiciaire et impératif de responsabilité administrative, l'État semble vouloir marcher sur une ligne de crête, rassurer sans précipitation, sanctionner sans désigner activement des coupables. Mais au-delà des conclusions techniques, une question demeure dans les esprits. Comment un mouvement estudiantin a-t-il pu basculer dans un drame aussi lourd? L'enquête suit son cours. Le pays, lui, attend des réponses définitives. Et justement, sachez que 3 représentants du collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui ont été arrêtés justement après les affrontements du 9 février 2026 et 2 autres étudiants arrêtés après ont été donc tous les 5 libérés mais placés sous contrôle judiciaire selon leur avocat Aboubakri Baro. Il s'agit entre autres de Dembaka Bachifale et Wali Faye, les 2 autres étudiants étant également concernés par cette procédure. Tous devront cependant se présenter chaque mois devant le doyen des juges d'instruction pour émarger, puisqu'il s'agit d'une libération sous contrôle judiciaire. 2 autres étudiants interpellés ont également été relâchés sous les mêmes charges et les mêmes conditions, je le disais il y a un instant. Sachez par ailleurs qu'une journée de deuil de 24 heures sera observée ce jour, jeudi 19 février, sur l'ensemble du territoire national. Une décision prise par les départements de santé de Dakar, Thiès, Bombay, Saint-Louis et Ziguinchor, et ce en signe de recueillement et souvenirs et prières pour le repos de l'âme de l'étudiant Abdoulaye Ba, qui était justement étudiant en médecine, donc à la faculté de médecine. Face aux perturbations répétées dans l'enseignement public, de plus en plus de familles s'interrogent sur l'avenir scolaire de leurs enfants. À Liberté 6 Extension, un quartier de Dakar, élèves, étudiants et parents d'élèves témoignent de leur inquiétude et surtout
du choix qui doit être un choix judicieux pour leur progéniture, dans un contexte où la question de la stabilité du système éducatif se pose avec insistance au Sénégal. C'est un reportage de Adia ou Awa Aïcha Diop. À Liberté 6 Extension, en ce début de matinée, le quartier s'anime progressivement. Des élèves prennent le chemin de l'école, des parents accompagnent les plus jeunes, pendant que d'autres discutent déjà de la situation scolaire. Ici, comme ailleurs à Dakar, la question de la stabilité dans l'enseignement revient souvent dans les discussions entre écoles publiques et privées. Les choix deviennent parfois difficiles pour les familles. Mais bien sûr, aujourd'hui, les établissements privés représentent plus de garanties pour l'avenir de nos enfants. Et avec tous les grèves, c'est difficile, mais on n'a pas d'autre choix. Un peu plus loin, nous rencontrons Youssifi Salah Traoré, étudiant en transport logistique en licence dans un centre de formation. Il explique. En de Dakar, ça n'a pas marché, dû à des événements et aussi manque de concentration parce qu'il y a beaucoup de perturbations. Pour éviter les retards académiques et obtenir au moins un diplôme à temps, on pense au privé. Mais le problème, c'est que les privés coûtent cher. Donc, tout le monde n'a pas cette chance. Sa part, Khalil Khan, élève en classe de terminale, rencontré à la sortie d'une boutique pain à la main près du camp Leclerc, dit ne pas voir une grande différence entre l'enseignement public et privé. Oui, depuis le début de ma scolarité, j'ai toujours fréquenté l'école publique. Et contrairement à certaines idées reçues, cela ne m'a jamais empêché d'obtenir de bons résultats. Entre espoir d'un système public plus stable et montée progressive de l'enseignement privé, le choix de l'école devient aujourd'hui une véritable équation pour les familles, une question qui dépasse le cadre scolaire et touche directement l'avenir de toute une génération. Nous parlons d'agriculture à Kaolack. La filière arachidière traverse une grave crise de commercialisation, faute d'acheteurs locaux. Et après l'arrêt des ventes vers la Gambie, les producteurs du bassin arachidier se retrouvent en grande difficulté et appellent l'État à intervenir, et ce, dans l'urgence. Cher Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, il est ici au micro de Sierra Béatrice John. Les Sénégalais ont eu à vendre au niveau de la Gambie du fait que les prix étaient abordables et on les payait cash. Parce que ce qui faisait ça, c'est parce qu'on n'avait pas où vendre et donc ils étaient obligés de traverser la frontière pour rentrer en Gambie pour vendre. Donc je pense que c'est ce qui a fait que maintenant la Gambie a arrêté parce qu'il y a tellement de trop plein. Ils se disent qu'ils ont l'arachide qu'il faut. Donc maintenant, les paysans qui est au niveau de la frontière, surtout au niveau de Kolda, ce sont eux qui vendaient et maintenant ils sont en train de vivre des moments extrêmement difficiles parce que c'est seulement la Sonacos qui est en train d'acheter et que tous les autres acteurs qui devaient accompagner ne sont pas venus, surtout les industriels et les exportateurs. Donc je pense que maintenant les grains sont en train d'être brûlés et que la mévente aussi. C'est ça qui fait que vraiment les gens sont en train de vivre des moments difficiles. Donc nous avons eu à appeler l'État à maintes reprises, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est parce qu'il faut que l'argent soit sur place pour que le reste des grains soit enlevé aux mains des paysans. Sinon, vraiment, ça sera extrêmement difficile parce que les gens sont en train de vendre leur nourriture, surtout les céréales, le mil et le maïs, et ça, c'est vraiment inadmissible. Actualité internationale. Sur le média. L'actualité sportive. Oui, en fait, les deux sont ensemble puisque on va à l'international au Maroc, mais pour parler de sport avec nos lions du Sénégal et surtout les supporters, puisqu'il y a ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont aux abords du terrain, des lions du Sénégal, supporters sénégalais qui sont toujours dans des difficultés au Maroc. Alamine Senghor, nous sommes le 19. Le procès concernant ces 18 Sénégalais arrêtés depuis déjà un mois va enfin, disons, s'ouvrir aujourd'hui. Exactement, Birahim Touré, vous l'avez dit, ce procès des 18 supporters sénégalais accusés de hooliganisme par la justice marocaine après la finale de la CAN. Rappelez-vous, le 18 janvier, dernière finale remportée par le Sénégal, s'ouvre ce jeudi à Rabat.
Les supporters y sont donc détenus depuis un mois. Eh bien, on va donc voir qu'est-ce qui va sortir de ce procès aujourd'hui, ce procès qui débutera bien entendu donc en tout cas en début de matinée, vers les environs de 10h. Nos compatriotes sont détenus dans la capitale du royaume chérifiant depuis le 18 janvier dernier. Je rappelle, la justice marocaine les accuse d'actes de hooliganisme. Ils avaient donc eu des altercations avec les stadiers et même certains policiers marocains lors de cette finale, après que le penalty a été donc tiré en tout cas en faveur de l'équipe du Maroc. Penalty finalement donc raté par justement donc Brahim Diaz. Maître Kabou plaide la relaxe pure et simple. On verra donc qu'est-ce qui sera l'issue de ce procès, notamment donc au niveau du royaume chérifien à Rabat plus exactement. L'actualité reste dominée par le sport national avec surtout en tout cas la Ligue, la Coupe de la Ligue et même la Coupe du Sénégal. Hier, il y a eu des matchs comme aujourd'hui, il y en aura. Quels ont été les résultats d'hier et quelles seront les affiches aujourd'hui? Le résumé avec doyen Muntaga Sarr qui a justement donc fait ce point. Dans le cadre du sport, nous reviendrons certainement sur cela. Donc, doyen Muntaga Sarr qui est revenu sur le dossier de la Coupe du Sénégal ou de la Coupe de la Ligue, avec surtout donc les résultats des matchs qui se sont donc tenus hier, avec surtout Casa Sport qui s'est incliné face à Essama FC. Et de l'autre côté, donc, AS Kaffrine qui a fait match nul face à l'équipe de Guelwaar de Fatick, 0 but partout. Et bien, parallèlement, sachez que Ndiambour a aussi fait match nul, 1 but partout face à Bambey. Sonacos, 0 but partout face à l'équipe de AS Cambérène. Linguère, Thiès FC, victoire donc de Thiès FC, 2 buts à 1. Agent de Rufisque a pris les dessus sur UCST pour les matchs de ce jeudi. Nous y reviendrons. Une information qui fait parler depuis hier, la signature officielle de Habib Beye. Finalement, le technicien sénégalais a signé donc pour l'Olympique de Marseille. Le technicien donc à peine quitté l'équipe du Stade Rennais. Habib Beye finalement donc a retrouvé un club. Il signe à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur de 48 ans s'est engagé donc jusqu'en 2027. Eh bien, on verra. C'est lui qui a remplacé donc Roberto De Zerbi et va porter donc son club de cœur, puisque je rappelle, il a joué donc entre 2003 et 2007, dirait-on en tout cas, à l'Olympique de Marseille. Il retrouve encore une fois donc les couleurs du club phocéen. Est-ce que maintenant il aura la lassitude de pouvoir porter ce club vers ses objectifs? On verra d'ici la fin de la saison. La Ligue des Champions, les résultats donc des matchs d'hier. Sachez que l'équipe, bien sûr, en tout cas pour hier, les matchs de Ligue des Champions, l'équipe de Carab s'est inclinée face à Newcastle, 6 buts à 1. Une gifle qui a été donc notée hier en Ligue des Champions. Bayern de Leverkusen, victoire donc face à Olympiakos. Club de Bruges a tenu en échec l'équipe de l'Atlético Madrid. FK Bodeglimt a pris le dessus sur Inter Milan. C'est la fin de cette page sportive. Birahim Touré. Merci Alamine Senghor. Tu restes avec nous puisque tu nous as présenté aussi, ou tu nous présentes la revue de la presse du jour. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. Les mesures prises lors du Conseil des ministres de ce mercredi au menu des quotidiens ce jeudi. Le directeur général de la SNHLM a remplacé le journal Solo, revient sur les dessous du limogeage de Bassirou Kébé. Les prises de position publiques controversées de Bassirou Kébé lui ont-elles valu son poste? Mon confrère Mamoudou Ndiaye du journal Solo s'interroge. Selon lui, cette question vaut son pesant d'or. Membre actif du parti PASTEF, son éviction survient, faut-il rappeler, peu après des déclarations publiques où il remettait en cause sa présence au sein du parti ou à son poste si récent. Certains engagements, notamment sur la loi d'amnistie, n'étaient pas tenus. Avant son limogeage, il était décrit comme un expert en gestion de projet et un homme de sérail dans le secteur de l'habitat. Limogeage du DG de la SNHLM, Diomaye sort le sable. Titre Réactu parlant du limogeage de Bassirou Kébé. Le directeur général de la SNHLM, proche du Premier ministre Ousmane Sonko, déchaîne une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Homme clé de la galaxie du chef du gouvernement, Premier ministre Ousmane Sonko, par ailleurs président du parti PASTEF. L'ancien directeur s'était distingué récemment par des sorties tonitruantes. Diomaye suspend-il ainsi une épée de Damoclès sur la tête de directeurs généraux
comme Bassirou Kébé. Aujourd'hui, une interrogation qui mérite bien d'être posée. L'homme en question, Bassirou Kébé, a réagi sur Facebook disant que c'est un non-événement et le combat continue pour lui. Toujours parmi les décisions à l'issue de ce Conseil des ministres, le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal a été adopté hier en Conseil. Ce projet définit les actes contre nature, durcit les peines et intègre l'apologie et le financement de ces types d'actes dans des sanctions. Le texte annonce des peines entre 5 et 10 ans, des amendes de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Les accusations sans preuve seront punies d'une peine de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 200 000 à 100 000 francs CFA. Ce qui fait dire à mon confrère du journal Le Soleil vers des peines et amendes plus corsées. L'État corse les peines, affiche l'As quotidien pour parler des actes contre nature, la promotion et le financement de l'homosexualité. L'Observateur nous évoque ce que le gouvernement prévoit de faire avec la modification de l'article 319, la précision sur les actes contre nature et les sanctions de leur apologie et financement. Répression des actes contre nature. L'État veut corser les peines, renchérit le quotidien. La définition des actes, l'apologie et la propagande seront sévèrement réprimées. Le pouvoir entend ainsi respecter ses engagements. Ira-t-il maintenant